Salut à tous, c'est Crazy Donkey pour Spin for Win et aujourd'hui on se retrouve pour analyser 3 HH que j'ai joué sur Winamax en NL400 de mémoire, toutes contre des joueurs réguliers. Donc ça va être assez intéressant bien parce que c'était contre des joueurs réguliers sur des tables incognito, bien qu'il y avait une table normale je crois, mais contre un joueur sur lequel j'ai très peu de reads. Donc on va plutôt essayer bien de parler d'un point de vue théorique, de commenter les HH d'un point de vue théorique. Tout en n'oubliant pas les différents reads qu'on peut avoir sur le field. Donc pas des reads spécifiques à un joueur en particulier, mais des reads sur un pool de joueurs de NL400 du .fr. Donc on va commencer par analyser ces HH les unes après les autres. Je vais commencer par vous parler un petit peu de pourquoi j'ai utilisé cette line, etc. Mon raisonnement par rapport à la main. Et ensuite, après chaque HH, on fera intervenir notre juge de paix qui est PioSolver et pour regarder un petit peu ce qui en est de mon play, du play des vilains, etc. Et essayer d'aller comprendre un petit peu d'un point de vue GTO s'il y avait des erreurs qu'on a pu faire. Alors on va commencer avec cette main, donc on est en L400, on est au bouton, on décide d'open paire de 7, jusque là totalement standard, et le joueur décide de défendre sa bébé. On est sur un flop Dame 4, on est sur un flop sur lequel on va quand même c-bet à assez grosse fréquence, on va principalement utiliser un petit sizing, on va même utiliser exclusivement un petit sizing ici, et ici on a vraiment une overpair qu'on veut bet en priorité. Pourquoi? Parce que au final, qu'on ait 7-7 ici ou As-As, vu les deux ranges respectifs, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que 7-7 a quasiment la même value que As-As contre la range de vilain, vu qu'il n'est pas censé avoir de 8-8+. Néanmoins, As-As a besoin d'aucune protection, alors que 7-7 a besoin de beaucoup de protection, et ça serait dommage de choisir de check back paire de 7 ici, et de laisser réaliser des quickies à vilain avec des mains comme 10 et 8, etc., qu'il aurait pu fold versus ses bet flop. En plus de ça, pensez quand même que check back des overpairs fait du sens, mais préférez checker back ces overpairs qui ont besoin d'aucune protection, typiquement comme As-As. Donc j'ai décidé de c-bet pour un tiers pot ici, et vilain décide de nous check raise. Donc il décide de check raise assez cher ici. C'est un petit peu un leak entre guillemets. Je dirais que c'est pas généralement les sizing optimaux que les gens utilisent ici pour check raise. Les gens ont tendance à check raise plus cher que la théorie ici. Généralement ici, PioSolver, on vérifiera après, mais aime bien check raise 3x ici. Je pense qu'il y a beaucoup de mains dans sa range qui sont très contents de check raise 3x. Des bluffs qui veulent avoir un bon risk reward contre une range très très large. Aussi des mains qui veulent check raise pour protect value. Je pense à des 4x, des paires de 3, des paires de 5, ce genre de mains. Donc je pense que le sizing est un petit peu cher. Après je vous avoue que je fais un petit peu la même erreur que les joueurs. J'ai tendance à check raise un petit peu trop cher, simplement parce que je pense, moi en tout cas, que les joueurs se défendent un petit peu moins bien contre des check raise un petit peu plus chers, notamment overfold un petit peu, etc. Donc peut-être qu'il fait ça pour les mêmes réseaux. En tout cas, c'est le premier truc qu'on peut noter, c'est que le check raise de sa part est assez cher. Donc ici, évidemment, hors de question de fold, la question se pose, c'est call ou 3-bet. Donc je pense que la majorité du temps, on va vouloir call ici. Néanmoins, s'il y a une overpair que j'ai envie de 3-bet, c'est bien celle-là. 7-7, 8-8, c'est vraiment les overpairs que je vais 3-bet en priorité. Tout simplement parce que, encore une fois, on a besoin de beaucoup plus de protection et on est content d'une part de value bet des 4x ou des paires de 5, paires de 6, et en plus de ça faire fold des mains qu'il avait check raise bluff qui ont potentiellement pas mal d'equity contre notre main. Donc toujours est-il que j'ai décidé de 3-bet ici, pas très cher non plus, tout simplement parce que j'ai pas envie de 3-bet non plus extrêmement polarisé, comme vous pouvez le voir ici. Évidemment je vais aussi avoir des mains très fortes, j'ai le droit de 3-bet des mains comme paire de 4, comme As-Dame, mais je vais aussi avoir ce genre d'overpair dans ma stratégie de 3-bet flop. On vérifiera après avec PioSolver si c'est quelque chose de correct ou non. Là il va se passer quelque chose d'assez marrant, c'est que vilain nous 4-bet, donc ça commence à devenir assez suspicieux. Je pense qu'on est quand même sur un board dry et je pense que vilain a dû se dire qu'on répète pas grand chose à 3-bet sur un tel flop, et c'est possible qu'il run quelques bluffs ici clairement, en se disant qu'il allait me faire fold mes R. En plus de ça, sa value range qui 4-bet ici au flop, en plus en étant deep, est extrêmement strong. Je pense que même une main comme As-Dame,
il va pas 4 bêtes ici, il va simplement call, hein. Enfin, As-Dame, il a même pas ça dans sa range, qu'est-ce que je raconte, vu qu'il aurait 3 bêtes pré-flop, mais on va dire Roi-Dame, s'il lui reste quelques combinaisons de Roi-Dame off, ce qui est généralement une assez bonne idée, hein, de garder quelques combinaisons de Roi-Dame off, bébé versus bouton dans notre range de call. Je pense que Roi-Dame, il a pas intérêt à 4 bêtes ici. Pourquoi? Parce que nous, par contre, on peut avoir tous les As-Dame dans notre range, ce qui représente pas mal de combinaisons. On peut avoir tous les 4-4 dans notre range, on peut avoir tous les Dame 4 suités dans notre range, même si évidemment c'est qu'une combinaison. Bref, on a le droit d'avoir pas mal de nuts, et je pense que même une main comme Roi-Dame, Dame-Valet, il va jamais 4 bêtes ici, donc il se polarise énormément à Dame 4 suité, ce qui est un combo, et Paire de 4, ce qui est 3 combos, donc il rep 4 combos en value. En plus de ça, c'est pas dit qu'il va tout le temps les jouer comme ça, notamment Dame 4 suité, donc on va plutôt dire 3 combos. Ça va vite pour vilain, de temps en temps à se dire qu'on 3 bet trop souvent en bluff ici, et parce que le board est très dry, et décider de nous punir avec un 4 bet. Donc j'ai vraiment décidé que j'allais call ici tout simplement. Et j'ai décidé de call, la turn est un 5, donc plutôt bonne nouvelle, tout simplement parce que ça fait pas rentrer bien d'overcard, etc., avec lesquels il aurait pu bluff, et il décide de check, et là je pense que c'est important de bet simplement pour bien prendre le pot. Je pense que la plupart du temps ici, il va check fold beaucoup trop souvent, et de toute façon, si on se fait double check raise, on aura une décision vraiment évidente, hein. Tout simplement parce que on a aussi toutes les notes dans notre range quand on call le 4 bet flop, faut pas l'oublier, et je m'attends pas à ce que vilain continue un bluff assez fou ici avec des mains comme je sais pas, un 4x ou ce genre de main. Je pense que en exploit, j'aurais pu même sizer encore plus small, quelque chose comme 62, on économise un petit peu pour les fois où vraiment il a note et qu'il décide de call ou de check raise, et je pense que c'est largement suffisant pour lui faire fold tous ses R, sachant que je m'attends vraiment à ce qu'il ait pas mal de R ici. Et c'est ce qui s'est passé vu que vilain a tout simplement décidé de fold à la turn. Donc on va tout de suite vérifier bien sûr PioSolver, pour regarder un petit peu déjà le sizing flop, même si je pense qu'on n'aura pas trop de surprises, mais surtout le 3 bet flop, voir si c'était correct avec ce combo. J'ai ma petite idée là-dessus, on va vérifier ça avec PioSolver. Alors on va stopper la simu. Alors on est sur Dame 4, comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement c-bet toute notre range au flop, hein. Pour le joueur au bouton, il a le droit de c-bet range un tiers pot, donc j'ai pas fait de note lock, rien, hein, c'est vraiment la stratégie GTO, donc vous voyez que des fois, c'est assez rare, mais on a clairement le droit de c-bet quasiment toute notre range un tiers pot. Évidemment, le solver, généralement, il est pas aussi extrême, hein, c'est plutôt des situations où il va c-bet 80%, en gardant quand même une petite range de check-back. Là, non, il décide juste de c-bet toute sa range. Donc, on décide de bet un tiers pot comme on a vu. Clairement, le joueur OP se défend pas mal, vu qu'il décide de check raise 27%. Vous voyez qu'il y a pas mal de mains, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de 4x qui check raise, hein, des Valet 4, des 10 et 4, des 9 et 4. Vous voyez que Dame 4 ne check raise pas tout le temps, il check raise à 50-50, alors que Paire de 4 décide de check raise beaucoup plus souvent. Il a aussi évidemment des bluffs, hein, comme Valet 10, des mains comme Valet 8 avec le backdoor flush draw, etc. Enfin, on a beaucoup discuté des situations de check raise flop. Je pense que c'est quelque chose qui commence à bien rentrer chez vous, hein. Quel bluff on va choisir, quel value end on va choisir, ça évidemment c'est pas très compliqué, mais aussi on va avoir toutes ces mains qui ont besoin de deny de l'equity, comme des 2-2, des 3-3, des 4x. Donc vilain décide de check raise, et comme vous pouvez le voir, contre une stratégie de check raise de 27%, on développe une range de 3 bets nous-mêmes de 8% et demi. Donc c'est quand même pas mal, hein, 8% et demi. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on 3 bet autant, mais c'est assez normal, hein. On s'est bet toute notre range, donc vilain clairement est censé se défendre en check raisant énormément, parce que ça va être compliqué pour lui de check call à la bonne fréquence, hein, sur un tel flop aussi dry. Généralement les flops sur lesquels on check raise le plus, c'est les flops sur lesquels on check fold le plus, hein, si jamais on n'avait pas de stratégie de raise. Donc il a beaucoup de mains qui va décider de check raise, et donc évidemment ça fait sens pour nous d'avoir une range de 3 bets. On va regarder un petit peu les mains avec lesquelles il va décider de 3 bets. Il va évidemment avoir des mains comme Roi-Dame, des mains comme As-Dame. Il va avoir des bluffs, hein, comme Roi-Valet qui est un bluff assez ok, vu qu'on bloque des bonnes Dame X, les meilleurs Dame X de vilain, et en plus de ça on a de l'equity versus calling range, on a de la backdoor equity, donc une main assez intéressante. On a des Dame X un petit peu plus low comme Dame 10, Dame 9 c'est vraiment très marginal, mais on voit qu'en gros ça commence à Dame 10 pour les 3 bet value.
Et on voit que des mains comme valet-valet, enfin valet-valet un tout petit peu, mais valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as ne 3-bet jamais. C'est ce que je vous avais dit, on a besoin vraiment d'aucune protection. Donc si jamais on run contre dame X, on risque de perdre un petit peu d'argent de toute manière encore sur les turns. Si par contre vilain, ou de gagner de l'argent contre ses bluffs évidemment. Mais en plus de ça, si vilain a des bluffs comme, 10 et 8 backdoor flush draw, ce genre de choses, on s'en fiche un peu de lui laisser hit un 10 ou un 8 quand on a paire d'as. Et comme on peut le voir, les mains qui décident de 3 bêtes en priorité sont clairement les paires de 5, mais surtout paire de 6, paire de 7 également. Vous voyez que on va en parler un petit peu, mais il choisit des combos et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Paire de 8 pareil. Et vous voyez que c'est pareil un petit peu partout. Paire de 8, il décide toujours d'utiliser paire de 8 avec un carreau, paire de 7 avec un carreau, paire de 6 avec un carreau et paire de 5 avec un carreau. Donc vous voyez, c'est pas pour rien qu'il décide de faire ça, il y a clairement des raisons. En fait, c'est tout simplement pour essayer d'unblock un maximum, donc de ne pas bloquer les backdoor flush draw. Évidemment, en ayant un carreau en main, et sachant qu'il n'y a pas de carreau sur le flop, on ne bloque pas des mains avec des backdoor flush draw, et ça augmente automatiquement les chances que vilain lui-même ait une main avec un backdoor flush draw, et donc qu'il a un bluff. Et donc ça augmente notre fold equity en 3 bettant. Donc voilà, c'est vraiment les raisons pour lesquelles il décide de choisir ces combinaisons-là. Comme vous pouvez le voir, petite erreur de ma part, parce que j'ai décidé de 3 bêtes, paire de 7 sans le 7 de carreau, alors que c'est clairement ce que Pio Solver ferait. Et c'est quelque chose que j'ai appris au moment où j'ai joué la main, j'étais pas au courant de ça, j'ai appris ça en runant la sim. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et ça permet d'une part de contrôler vos fréquences de 3 bêtes pour pas 3 bêtes tout le temps vos overpairs et plutôt de se dire je mixe en regardant l'heure, etc. D'une part vous pouvez faire en fonction des reads que vous avez sur vilain toujours évidemment, qui est très important, mais vous pouvez faire ce que fait le solver, c'est-à-dire de 3 bêtes vos overpairs, enfin overpairs entre guillemets, vos overpairs aux 4 qui ont besoin le plus de protection et qui en plus de ça unblock le backdoor flush draw. Vous voyez que vilain est censé, c'est marrant, ça j'avais pas encore regardé, c'est que vilain est censé 4 bêtes énormément contre notre 3 bêtes. Donc là je pense pas que les joueurs vont 4 bêtes 26% du temps, c'est assez fou de voir ça. Et 4 bêtes même avec des mains comme dame 3, il click back avec des dames 6, etc. Je pense que le fil va avoir un comportement totalement différent de ça. Je pense que clairement il va décider d'être beaucoup plus polarisé que ça, qui va avoir des mains potentiellement des 4x ou des R total et vraiment des mains très très fortes comme des fous les mieux. Donc je pense que regarder ici ce serait un petit peu une perte de temps parce que d'une part c'est un spot qu'on va soyons honnêtes jamais voir. Je peux vous dire que j'ai dû le voir une fois tous les 500 000 mains ce spot là, donc ça c'est pas très intéressant d'en discuter. En plus de ça, je pense que le fil va faire quelque chose de totalement différent de ce que le solver ferait. Voilà, donc on va passer à la main suivante, qui est ce 4 et 6 de trèfle. Alors on va commencer par en parler comme ça, je vais vous expliquer un petit peu mes reads, etc. sur ce spot, et ensuite on coupera un petit peu et on se retrouvera immédiatement pour vérifier sur Pio Solver si ma line était bonne. Alors, on a un joueur régulier qui décide d'open 3x en MP. Ici au bouton avec 4 et 6 suité, contre 3x c'est un petit peu limite, mais je suis assez content de défendre ce genre de main qui me permet de toucher des flops sur lesquels vilain va avoir très peu de nuts, ça va me permettre de toucher des low boards que vilain aura très peu dans sa range. Donc contre 2.5x je pense que c'est une défense vraiment standard, contre 3x c'est un petit peu plus close mais bon ça me va. Donc je décide de call et on tombe sur un flop assez low, assez dynamique, encore une fois, un flop sur lequel on vérifiera avec Pio, mais clairement on a un avantage de range parce que on a beaucoup plus de double paires que vilain, des mains comme 8 et 4 suité, 6 et 4 suité, 6 et 8 suité, on peut les avoir dans notre range alors que vilain jamais, on a le droit d'avoir 5 et 7 suité pour nuts absolu dès le flop, donc on a vraiment, je pense, beaucoup plus de mains très très fortes, c'est-à-dire que le top 2 ou 3% de notre range se comporte beaucoup mieux que le top 2 ou 3% de range de vilain. Évidemment, il a aussi tous les brelans, mais les brelans, on les a aussi. Donc, vilain décide de sizer un petit peu plus cher qu'à l'accoutumée ici, décide de bet une sorte de demi-pot. J'ai décidé ici en fait que j'allais raise. Généralement les bottom 2 pairs c'est pas vraiment des candidats qu'on aime raise, tout simplement parce que c'est des mains assez vulnérables qui peuvent déjà être assez mal embarquées au flop. Les equity bien sûr ce type de texture peuvent changer assez facilement et donc on peut se retrouver à faire gonfler énormément un pot hors de position.
Et généralement, on veut pas spéculer hors de position et faire grossir un peu outre mesure sur des boards dynamiques avec des mains qui sont relativement vulnérables. Néanmoins, ici, il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on joue contre une range UTG, enfin une range MP. Et donc du coup, d'une part, c'est un flop sur lequel on a un range advantage, comme je vous l'ai dit, donc j'ai envie de développer une stratégie de check raise assez dense sur ce type de flop. Et en plus de ça, on a une main qui est beaucoup plus forte au final contre UTG que si on jouait contre bouton. Pourquoi ça ? Parce que le joueur UTG ne va pas avoir, comme je vous ai dit, toutes ces combinaisons de 8 et 4 suités, de 8 et 6 suités, de 7 et 5 suités, que le bouton va tout le temps avoir. Donc ça fait une différence quand même assez importante. En plus de ça, le joueur en MP aura aussi moins de combinaisons suitées, moins de mains comme 10 et 7, comme 7 et 9 suités, il n'aura pas non plus. Donc ce qui va se passer, c'est que d'une part, contre calling range, on a une meilleure equity contre une range MP par rapport à une range bouton. Et en plus de ça, on va généralement conserver cet avantage d'equity sur pas mal de turns parce que c'est-à-dire que même s'il y a un 7, un 9 qui rentre, au final, ça fera rentrer quelques double paires supérieures, certes, quelques brelans, mais ça fera rentrer aucune straight que le joueur au bouton aurait pu avoir et avoir beaucoup de combos de straight supérieures. Sur certains run-out. Également sur un carreau, c'est évident que le bouton a beaucoup plus de combinaisons suitées qui va open au bouton et donc du coup il aura encore beaucoup plus de combinaisons de flush. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de check raise ce combo. Alors que clairement contre bouton, je me serais plutôt rangé vers un check call. Donc j'ai décidé de check raise ici et vilain a décidé de call. Le 9 qui peut paraître assez moche au premier abord, au final ça change pas énormément. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait rentrer 10 et 7, mais on l'a vu, 10 et 7 suités, le joueur ne va jamais avoir ça dans sa range d'open UTG, surtout que là on a une table qui est quasiment full régulier, donc clairement ça change pas grand chose. Ça fait juste rentrer 8 et 9 suités, c'est 2 combos et ça fait rentrer paire de 9 qui est 3 combos, donc au final ça fait rentrer quand même 5 combinaisons. Donc c'est pas non plus totalement négligeable, mais c'est pas aussi horrible que ce qu'on peut penser en voyant ce 9 comme ça. Ça aurait été beaucoup plus gênant évidemment si on jouait contre bouton encore une fois. Donc j'ai décidé de 2 barrels ici et au final c'est une carte qui est pas mal pour notre range parce que nous on a le droit d'avoir 10 et 7 suités et de check raise ça au flop et donc du coup on a le droit d'avoir nuts à la turn. Donc j'ai décidé de 2 barrels ici pour un sizing assez cher. Je pense que idéalement j'aurais pu bet encore un petit peu plus cher que ça, proche de pot. Je pense que c'est un sizing qui est plutôt pas mal vu que notre betting range est très polarisé, ça ressemble beaucoup à double paire plus ou des bluffs. Donc je pense qu'un sizing autour de pot aurait été un petit peu plus adapté. Mais enfin, je pense que c'est un petit peu du détail, mais bon, important quand même. Et par contre, la river est beaucoup plus embêtante vu que c'est la doublette du 9 et que maintenant on perd contre une grosse partie de la calling range de vilain, de la bet calling range du flop et la calling range à la turn de vilain qui sont beaucoup d'overpair. Donc là par contre c'est beaucoup plus embêtant. En plus de ça il a toujours ces quelques combos de 8 et 9 suités. Bon 8 et 9 suités maintenant c'est plus qu'un combo donc c'est vraiment négligeable. Paire de 9 également c'est un combo. Bref vous l'avez compris. Pas une carte superbe donc je pense qu'on est beaucoup trop haut entre guillemets pour décider de bluffer ici. Je pense qu'on a encore un petit peu de showdown value, notamment contre des misdraws. On a d'autres choses qu'on a envie de bluffer en priorité. Je pense à des mains comme qui avaient check raise flop, comme des valet 10 ou dame 10 backdoor flush draw qui ont barrel turn et qui ne bloquent pas les carreaux qui veulent bluffer. Bon, toujours est-il que je pense que le meilleur choix à faire ici est de checker et d'aviser entre check call ou check fold. Et je pense que c'est un petit peu tout le débat de la HH. C'est que j'ai décidé de checker et vilain a décidé de faire tapis. Donc voilà, j'ai décidé de call ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que vilain a décidé de chauffe très très vite. C'est-à-dire que j'ai checké et une seconde après ou peut-être une seconde et demie après, il avait fait tapis. Donc ça me laisse penser déjà qu'il n'a pas une overpair. Je pense qu'avec 10-10+, les gens prennent au moins le temps de la réflexion à savoir si ça vaut le coup de value bet. C'est possible clairement qu'après quelques secondes, en se rembobinant le coup, il se dit bien qu'il a quand même assez souvent la meilleure main ici, qu'il y a pas mal de double paires du flop qui se font counterfeit et qui décide de value bet. Mais je pense pas que pour un joueur standard qui joue, même un bon joueur, je veux dire, je suis pas en train de dire que le joueur est mauvais, c'est clairement un bon joueur, mais si par exemple on joue, 6 tables, 8 tables et qu'on a ce spot, je pense qu'il faut un petit peu plus qu'une seconde de temps de réflexion pour comprendre qu'on a un value bet avec une overpair. Et c'est pour ça que je vous invite tous à faire très attention à vos timing tells. C'est que des fois on peut se dire oui les timing tells on les interprète comme on veut, les gens peuvent les interpréter mal de toute manière.
c'est possible que si vous jouez contre des gens observateurs, ça leur permette de discount certains combos, et c'est très embêtant parce que évidemment là ça fait toute la différence. Si mon read est bon, qu'il a jamais overpair ici, qui décide de snap chauve, on discount quand même énormément de combos de value, hein. Donc faites vraiment attention à ça, essayez de vous forcer à prendre toujours au moins un petit temps de réflexion. Donc au final, si on discount les overpairs de sa range, on se rend compte que sa value betting range est vraiment très thin ici, hein. En gros, ça veut dire qu'il aurait que 9x ou des fulls, vu qu'il a jamais de straight. Donc 9x, ça serait quoi? Ça serait 10 et 9 suités, ce qui représente 2 combinaisons. Ça serait 8 et 9 suités, qui représente une combinaison. Donc on en est à 3 combinaisons. On bloque beaucoup de full, hein, avec 4-4 et 6-6. Et il reste 8-8, 3 combinaisons. Donc on en est à 8 combinaisons, et on bloque pas mal de combinaisons de full, parce que si on n'avait pas les bloqueurs, il en aurait 3 plus 3, 6. Et là, le fait qu'on les bloque, on bloque 4 combinaisons de full. Donc bloquer 4 combinaisons de full dans une value range aussi étroite, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et qu'au final il avait le droit d'avoir des bluffs, typiquement des miss carreaux, hein, des mains comme dame valet de carreau, dame 10 de carreau, valet 10 de carreau, valet 10 de cœur qui flotte, on n'y croit pas trop, hein, vu les positions, vu le sizing de check raise, etc., le fait que j'ai check raise contre un gros sizing, mais ça sera essentiellement des carreaux, hein, c'est bluff ici. Mais ça peut aller assez vite, hein, si vilain n'a que, je sais pas, 5-6 combinaisons de value ici, il suffit qu'il en bluffe un peu plus de 2 ou 3 combos pour qu'on ait un call profitable. Donc voilà, j'ai décidé que clairement j'avais un bon bloqueur effect ici pour décider de bluff catch, et j'ai décidé de call, et vilain avait dame 10 de carreau. Donc on va vérifier un petit peu sur PioSolver ce qu'il en est déjà de mon check raise flop. Je suis bien curieux de voir dans ces positions là si PioSolver décide quand même de check raise ce combo, et on vérifiera après si jamais on était contre une range bouton les différences qui peuvent s'opérer. On se retrouve tout de suite sur PioSolver. Donc nous voilà sur la simulation PioSolver. Alors pas mal de trucs à dire. Donc évidemment j'ai changé les ranges, hein. J'ai mis une range pour le joueur IP qui est une range d'open en MP, et une range de défense pour le joueur OP, évidemment beaucoup plus tight, hein. Donc la première chose qu'on va regarder c'est la stratégie flop du joueur IP. Le joueur IP est censé c-bet très peu ici, vu qu'il est censé c-bet qu'environ 27% et check back 72%. Donc c'est le premier truc à noter. Je pense que pas mal de joueurs vont décider de c-bet de trop ici. Il faut bien comprendre que c'est un flop qui est globalement pas mal, hein, pour le joueur en big blind, sur lequel le joueur en BB va avoir pas mal de combinaisons de nuts qu'on va pas avoir dans notre range. Donc en plus de ça, c'est un board assez dynamique, etc. Donc clairement, stratégie de c-bet très conservatrice pour le joueur IP, et on peut voir que le sizing utilisé par vilain, qui est un sizing environ mi-pot, en tout cas plus cher qu'un tiers pot, n'est quasiment jamais utilisé. Le solver préfère checker énormément et bet exclusivement un petit sizing. Et encore une fois, si on veut vérifier ça, il nous suffit d'aller dans le Range Explorer, de se concentrer sur toutes les combinaisons de nuts, hein. On peut laisser les combos draw si vous voulez. Donc vous voyez que 6,2% de la range du joueur IP est une main très forte. Donc on va laisser même les deux paires, mais il n'en avait pas, donc ça change rien. 6,2% de la range du joueur IP, donc du relanceur préflop, et un set, une straight, une double paire ou un gros combo draw. Alors que si on regarde pour le joueur OP, on se rend compte que 11,7% de la range du joueur OP est une main très forte. Donc on peut tout de suite se rendre compte que vraiment que le top range, les nuts, hein, du joueur OOP, il est tout simplement plus de nuts, et c'est ce qu'on appelle avoir un avantage de nuts. C'est cette situation précise, ce qui fait que le joueur IP est forcé à avoir une stratégie de c-bet vraiment conservatrice. Alors on va le faire bet un tiers pot, et on va regarder, oui c'est vrai qu'il n'a pas utilisé ce sizing, hein. Il a décidé d'utiliser le gros sizing, et on se rend compte que contre le gros sizing, si c'est 4 suité, n'est jamais relancé. Donc première petite erreur, j'ai un petit peu surestimé le fait qu'on avait un avantage de nuts, mais bon, dans le même temps, on part du principe où le joueur IP ne bet que même pas 4% de sa range, hein, pour ce sizing. Donc évidemment, ça sera une range beaucoup plus strong. Je pense que c'est un petit peu mieux qu'on
part du principe que le joueur a bet un tiers pot, non pas pour essayer de me donner raison, vu que vous allez voir que c'était de toute façon pas trop ça, mais aussi parce que je pense que la betting range de ce joueur va ressembler beaucoup plus à une betting range de 23-24% qu'une betting range de 3%. Je pense que s'il utilise ce sizing, c'est pas pour mettre 8 combos dedans. Donc on va regarder un petit peu contre un tiers pot, et on se rend compte cette fois-ci, bet un tiers pot, on se rend compte que 6 et 4 est toujours principalement check call. On voit qu'il y a quand même des raises, il les raise environ 15% du temps, mais quand même, je vous avais dit, un bottom to pair est clairement le genre de double pair qu'on préfère check call, mais j'avais pensé que dans cette configuration où les deux ranges étaient c'est-à-dire que la range du joueur IP ne contenait aucune double paire supérieure, aucune straight, etc. Je pensais qu'on avait beaucoup plus de value, mais vous pouvez le voir, le check raise reste quand même pas l'option privilégiée. Vous voyez que 8 et 6, il commence à check raise quand même beaucoup plus, mais qui continue à check call pas mal, alors que par exemple 7 et 5 pour la straight, il check raise quasiment systématiquement. Évidemment, le fait de ne pas bloquer de paires de mains très fortes dans la range de vilain, comme des brelans, etc., ça nous donne beaucoup plus envie de construire un pot. Donc voilà, notez quand même que ce genre de combinaison, on a le droit de les check raise à petite fréquence dans ce genre de configuration où on a un avantage de notes, mais quand même, malgré qu'on check raise 20%, ils préfèrent choisir d'autres mains pour check raise comme des rois 5, comme des as 5, comme des rois 7 backdoor flush draw, même sans le backdoor flush draw. Voyez un petit peu. Qu'est-ce qu'il va avoir d'autre en raise? Il va avoir quelques top pairs, il va avoir évidemment des brelans. Vous voyez que brelan de 8 et check raise beaucoup plus souvent que brelan de 6 ou brelan de 4. Donc voilà, faites attention à ne pas overplay ce genre de double paire. Vous avez le droit de le faire un petit peu, dans la mesure où vous êtes dans ces positions-là. Contre bouton, je vous avoue que je l'aurais pas fait, mais là, je l'aurais fait, je pense, plus que les 15% du temps recommandés par PioSolver. Donc première petite erreur théorique ici. Donc on va décider de raise. Contre un raise ici, évidemment, vilain avec son désavantage de notes assez énorme n'est pas autorisé à 3 bêtes. Il décide de jamais 3 bêtes et joue en call ou fold. Et il décide de call 70% ici. Et fold que 29%, évidemment il a une betting range qui est quand même assez solide ici, donc il a assez peu de combos, il a 15 combos qui va bet fold, mais vu qu'il a une range quand même assez sérieuse, qui décide de bet au flop, il a pas trop de mal à se défendre correctement. Donc il décide de call, et la turn était un 9 de trèfle, et sur ce 9, on est censé barrel assez décemment, vu qu'on est censé de barrel 55%, ce qui est quand même dans la fourchette haute de la moyenne des deux barrel turn après check raise. Et on peut voir qu'encore une fois, j'ai décidé de barrel 6 et 4, mais 6 et 4, en théorie, est censé par contre être un pur check. Le solver décide qu'il a juste pas assez il n'a pas assez de value pour 2 barrels, il continue à 2 barrels des mains comme 8 et 6, et encore il décide de checker pas mal. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça, que Pio ici considère qu'il n'a pas une main assez forte pour justifier un 2 barrels, or que paire de 4, paire de 6, paire de 8, 2 barrels tout le temps, et plus le 7 est faible et moins le solver va 2 barrels. Donc ok. Et par contre, c'est ce que je vous avais dit aussi, que j'avais fait une petite erreur de sizing. J'ai décidé de paramétrer 2 bet sizing, un bet sizing 3 quarts pot et un bet sizing d'overbet. Et évidemment, le sizing que PioSolver préfère est l'overbet. J'ai pas proposé pot, mais je pense que overbet est ce qui fait le plus de sens par rapport à notre betting range. C'est-à-dire que ce qu'on va décider de 2 barrels en value, c'est majoritairement des mains qui battent des overpairs et donc des 2 paires plus, ou des bluffs. Donc on est vraiment extrêmement polarisé sur cette turn. On est en train de dire à vilain qu'on bat ces paires de 10 plus, donc clairement c'est le gros bet sizing qui est privilégié ici. Il a un petit peu de 3 quarts, mais clairement il préfère overbet. Donc on va le faire overbet vu que c'est le sizing qu'il préfère. Vilain décide de call et la river était un 9 de cœur si je me rappelle bien. Et le 9 de cœur évidemment nous force à check pas mal, vu que d'une part on a pas mal de give up, on a quelques double paires qui nous restaient qu'on va plus pouvoir value bet. Donc on va décider de check 60% du temps et de shove que 39%. Donc on va checker, on va regarder si vilain est bien censé bluffer son dame 10, j'imagine que oui. Vous voyez que dame 10 de carreau, il décide de tout le temps bluffer.
Il avait dame 10 de cœur aussi, je vous avoue que je m'attends pas à ce que les gens double flotte ça 2 fois, mais bon. En tout cas, il est censé bluffer même les miss carreaux ici, tout simplement parce que s'il bluffait pas ces mains-là, et ben il ne blufferait tout simplement jamais, hein, parce que des miss carreaux, c'est quand même une grosse partie de sa range. Alors évidemment, les miss carreaux comme as 10 ou as valet de carreau ou as dame de carreau, eh bien il va tout le temps les check back, hein, vu qu'il considère tout simplement qu'il a encore un petit peu de showdown value. Par contre, tout ce qui est dame 10 de carreau, même roi 10 de carreau, dame valet de carreau, valet 10 de carreau, il décide de bluffer. Et il décide de ne pas value bet 10 et 9, hein, c'est surprenant. D'accord. Et d'ailleurs, hein, vous pouvez voir les overpairs qui sont en théorie ne sont pas des value bets. Vous voyez que paire de 10, eh bien, le joueur décide de tout le temps check back. Paire de valet, bon, il y en a d'infimes fréquences, mais on peut voir ici que clairement c'est le check, hein, qui est privilégié, qui a une levée supérieure à chauve ici. Donc intéressant, il décide de jamais shove une overpair ici. Je pense que contre le field, qui va pas assez bien protéger sa range de check river, ça peut être intéressant d'être un petit peu plus greedy avec ces combinaisons là, parce que j'imagine qu'il va clairement checker OP avec des foules, hein, typiquement des mains. Qu'est-ce qu'il va décider de checker? Vous voyez que paire de 8, il en check une partie. Vous voyez que carré 9, il check quasiment. Bon, il a qu'un combo, mais il le check quasiment tout le temps. Il décide de checker avec des 9x ici, d'autres 9x ici, des as-9. Enfin, vous voyez que il décide quand même 9 et 7. Voilà, il protège bien sa range de check. C'est pour ça tout simplement que le joueur IP ne peut pas value bet une overpair. Contre le field, je pense que c'est bien relativement acceptable de le faire dans cette situation en partant du principe bien que le joueur OP ne va pas assez bien protéger sa range de check ici. Donc on va regarder un petit peu, on décide, le joueur décide de shove, et nous, au niveau de ce qu'on est censé call, attendez, je crois que j'ai dû me tromper quelque part, on décide de check, le joueur décide de shove, voilà. Et voici ce qu'on est censé call. Alors on voit que 6 et 4, on est plus censé l'avoir, hein, vu on est censé checker turn. Mais bon, pour les fois où on voit que c'est un call légèrement EV+. En tout cas, il y a une meilleure EV que de fold. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre au niveau des calls? Bon, on a des 7x, hein, des 7 et 8 qui ont des bons bloqueurs. Encore une fois, je pense là, il y a pas grand-chose de surprenant. Bon, tout ça pour dire qu'on a fait quelques erreurs sur cette main, et c'est pas plus mal parce que ça nous permet de nous améliorer. Pour le coup, je vais pas run la simulation contre une range bouton, tout simplement parce que on s'est déjà rendu compte que ce que je vous avais dit avant était pas totalement juste, hein, c'est-à-dire que c'était pas totalement faux non plus, qu'on check raise quand même au flop 15% des 6 et 4, mais bon, vu que mon raisonnement de base était pas totalement exact, je pense que c'est pas utile qu'on rerun la simulation contre des range boutons, parce que pour le coup ici, contre bouton qui a beaucoup plus de mains qui nous dominent, ça sera encore plus vrai. On va passer à la troisième HH. Donc cette HH, c'est toujours en NL400, en incognito, toujours contre un joueur régulier. Donc cutoff décide d'open, on décide de 3 bêtes au bouton. Je pense qu'il y a un joueur qui a l'air assez faible en big blind, donc j'aurais pu mixer avec quelques calls. Néanmoins, paire de 10, ça commence à devenir quand même un petit peu trop strong selon moi contre sa range d'open, qui en plus je pense va être un petit peu plus loose qu'à l'accoutumée du fait du joueur récréatif en big blind. Donc bon, je pense que paire de 9, paire de 8, j'aurais flat. Tout simplement pour donner une chance aux joueurs récréatifs de rentrer dans le coup. Donc vilain décide de call, on est sur As-Dame 6. Donc As-Dame 6, on va le voir, mais c'est clairement un flop sur lequel on n'est pas censé c-bet tant que ça. Je pense que la plupart des joueurs font l'erreur de trop c-bet ici, alors qu'au final, quand on y pense, il y a énormément de mains de notre range de 3 bêtes qui n'ont pas besoin de protection et qui n'ont pas non plus 3 streets de value. Je pense à des low à 6, je pense à des rois dames, des dames valets, des dames 10, des paires de rois, des paires de valets, des paires de 10. Donc je pense que tout ça doit checker à grosse fréquence. Et donc du coup automatiquement on a aussi des mains qui ont absolument zéro equity, 7 et 8 de cœur, etc. Avec 7 et 8 de cœur, on bloque un peu la folding range de vilain, et en plus de ça, vu qu'il a une range assez tight, qui percute au final pas si mal que ça ce flop, même s'il a un petit peu capé. Tout ça pour dire que clairement je pense que le field c'est bet 3 ici, et je pense que c'est une erreur. Ici j'ai décidé de faire la même erreur, j'ai décidé de c-bet. Néanmoins ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même le droit de c-bet de temps en temps, environ 20% du temps ici avec ce genre de main, mais je pense que majoritairement ça reste un check, et je pense que la majorité du temps c'est ce que j'aurais fait d'ailleurs, mais avec le 10 de pique ici j'ai décidé que j'allais commencer à c-bet et possiblement tourner en bluff sur certains run-out.
Donc vilain décide de check call, et le roi est, je pense, typiquement la turn sur laquelle on se doit tourner en bluff, tout simplement parce que c'est une excellente carte pour notre range, hein. Se fait rentrer bien des As-Roi, des Rois-Rois, des Valets 10, des Dames-Rois, bref, une carte qui est vraiment pas mal pour notre range, et on a le mérite bien de bloquer, hein, deux combinaisons de Valets 10 suités. Donc j'ai décidé bien tout simplement que j'allais tourner ma main en bluff ici. J'ai décidé de 2 barrels, je pense que j'aurais pu bet encore plus cher ici, hein. Quelque chose comme 100 € aurait été un petit peu mieux selon moi. Vilain décide de continuer à check call, et ce roi, encore une fois, qui est vraiment pas mal pour notre range, parce que même si vilain a une main comme As-Valet, même As-Dame, hein, vous voyez, bon, As-6, il est pas censé call ça après-flop, mais même avec As-Dame ici, vilain, un pur bluff catcher dans une situation où c'est très compliqué pour moi de trouver des bluffs, vu que tout est rentré, hein, c'est-à-dire que les straights sont rentrés, les flushs sont rentrés, c'est compliqué ici d'avoir des bluffs pour le joueur au bouton, et je pense pas que c'est une situation où les vilains ont envie de bluff catch énormément. Alors évidemment, s'il a une main très forte comme un full, etc., ou une flush, même avec straight, je pense que il va peut-être quand même call, mais il est pas serein, hein. Avec straight ici, on a quasiment un bluff catcher, vu que le bas de ma propre value range va être quelque chose comme probablement flush voire straight. Donc on a tous les as-as, tous les dames-dames, tous les as-roi suit, as-roi off, on a des rois-dames également, on a des carré droit, c'est un combo. Enfin, vous l'avez compris, on a beaucoup de value end et très peu de bluffs potentiels. Et en plus de ça, je m'attends à ce que les joueurs voient assez peu de bluffs dans ma range ici. Donc j'ai décidé de tourner en bluff et de faire tapis ici. Et en plus de ça, on a le 10 de pique, hein, qui bloque un petit peu des combinaisons de flush que vilain peut avoir. Typiquement, non, roi 10, il peut pas avoir. Donc au final, il n'y a pas beaucoup il peut call peut-être 10 et 9 avec la gut shot à la turn, il peut call valet 10 qui avait déjà straight. Donc bref, je pense que sans le 10 de pique, j'aurais give up mon bluff. Avec le 10 de pique, je pense que c'est intéressant de continuer. Malheureusement, on est mal tombé vu que vilain avait nuts, mais on va regarder un petit peu sur PioSolver, voir ce qu'il en est. On se retrouve à tout de suite. Donc nous voici sur PioSolver pour analyser la dernière hachage de cette vidéo. Donc j'ai changé les ranges, hein, j'ai mis une range de call pour le joueur OP qui est quand même très solide, hein. J'aurais pu aussi enlever quelques paires de valets, mais bon, je pense que la plupart des gens de nos jours 4 bet assez peu ces mains là, mais j'aurais dû fréquencer ici. Mais bref, une range de call OP quand même très strong, avec une range de 3 bets pour le joueur au bouton d'environ 13%, qui ressemble à ça, je pense, chez la plupart des gens. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins selon les vilains, selon leur stratégie, s'ils ont aussi des ranges de call au bouton ou pas. Donc toujours est-il qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et la première chose qu'on va tout de suite voir, c'est clairement qu'on n'est pas censé bet énormément. Donc je vous avais dit, hein, je pense que c'est une erreur que le fil fait trop, c'est qu'il bet trop ce genre de flop à 2 Broadway. Vous voyez qu'on est censé check back 72% du temps, on est censé bet principalement pour un petit sizing 19% du temps, mais on a aussi quelques bet shares avec des mains un petit peu plus fortes et avec d'autres types de mains. Des backdoors, on a des doubles paires, on a des as-roi, on a des brelans, vous voyez un petit peu. Donc je vais mettre le stratégie pour que ça soit un petit peu plus clair, et on peut voir que 10-10 sans surprise est principalement un check, hein. On voit d'ailleurs que les 10-10 sans pique sont bet plus souvent que les 10-10 avec un pique. Donc encore une fois, petite première erreur, mais on voit quand même que 10-10 avec un pique est bet en tout en prenant les deux bet sizing selon les combos entre 10 et 20% du temps. Donc on va décider de bet small ici. Contre un bet small, le joueur OOP est censé raise 20% du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20% de check raise sur ce flop, c'est énorme. Je pense que là, clairement, c'est une des raisons qui nous autorise à bet un petit peu plus que ce que le solver ferait, hein. C'est que les joueurs OOP ne vont pas être aussi agressifs dans leur stratégie de défense ici, avoir 20% de check raise. Donc il a évidemment des doubles paires, il a des rois valets, il a même des dames valets qui check raise. Vous voyez des trucs un petit peu surprenants, des dames 10, valet 10, ok, mais vous voyez des choses quand même qu'on s'attend pas à voir, on va être honnête. Paire de 6, on a une infime fréquence de paire de 7 avec un pic qui check raise également, environ 11% du temps pour 7 de pique, 7 de cœur. Vous voyez, c'est assez amusant de voir ça. Et je pense que ça explique un petit peu aussi pourquoi le pool de joueurs décide d'oversebet un petit peu ce genre de situation, c'est qu'on se fait pas assez punir. Mais bon, si on regarde la hachage d'un point de vue GTO, d'un point de vue théorique, on n'est clairement pas censé se bet beaucoup, et 10-10 est sans surprise majoritairement un check.
Donc le joueur décide de call, et sur la turn qui était le roi de trèfle, là par contre, ça devrait changer pas mal, c'est que clairement, le joueur IP commence à en mettre partout, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que là pour le coup, il décide de barrel énormément, tout simplement parce que c'est une très bonne carte pour son range. Hein. Et il de barrel énormément, vu qu'il de barrel plus de 70%. Et on peut voir évidemment que paire de 10 c'est tout le temps de barrel, paire de 9 un petit peu moins, par contre paire de 8 décide de barrel, il a même des mains sans equity, hein. Vous voyez qu'il y a des 7 et 8 de carreau, 7 et 8 de trèfle qui décident quand même de barrel, à partir du moment où ils avaient ces bet flop, donc vous voyez c'est intéressant, la carte est tellement bonne en fait pour le joueur IP qui va en fait tourner en bluff toute sa range, c'est-à-dire que tout ce qui est entre guillemets trop fort pour être tourné en bluff, comme un roi X, il va décider de le check back, tout ce qui est au contraire, un bluff ou une value, il décide de tout le temps bet, hein, quasiment. Donc c'est assez marrant de voir ça, à quel point le solver décide de mettre énormément de pression sur des cartes qui sont bonnes pour sa range. Donc on a décidé de bet le sizing intermédiaire, j'ai mis un sizing d'overbet, je crois un sizing de bet environ 60% pot et un bet sizing petit, donc sans surprise c'est le bet 60% pot le plus utilisé, donc celui que j'ai utilisé tout simplement parce que bet small ne fait pas trop de sens, hein, vu qu'on veut bet polarisé, bien qu'on voit qu'il utilise de temps en temps, et l'autre sizing était un chauve, hein, donc du coup ok, donc il décide pas de chauve, il y a quelques 2 barrels chauves clairement en pot 3 bet, mais c'est pas dans ce genre de situation. Il faut que ce soit beaucoup plus drawy et il faut aussi que les SPR soient un petit peu plus small, hein, vu que là on a quasiment 3 fois le pot, hein. Enfin on a même plus de 3 fois le pot. Tout simplement parce qu'on a ces bets small le flop. Donc on va décider de 2 barrels. Le joueur continue à check call et la river était un roi de pique. Bon, pas de donk bet pour le joueur OP sans surprise. Et on regarde un petit peu ce qu'on va décider de bluffer. On voit que 10-10 est toujours give up sans pique et principalement bluffé avec le 10 de pique. Paire de valets, c'est un petit peu la même chose, il décide de checker sans le pique et de bluffer avec le valet de pique. Paire de 8, il considère que de toute façon il est tellement bas dans sa range que même sans le pique il décide de bluffer. Et c'était 8 de cœur, c'était 8 de carreau, c'était 8 de trèfle, il décide de bluffer aussi. Donc vous voyez, il bluffe pas mal, hein. Il bluffe aussi des dames 10 qu'il avait décidé de barrel turn, donc il décide de continuer le bluff. Les dames valets, mon roi valet il est en value, mais enfin vous voyez qu'il continue le bluff quand même avec pas mal de choses, hein. Et pour mon combo, vous voyez qu'il est bluff environ 65% du temps, donc à ce niveau-là plutôt ok. Je pense que pour le coup j'avais plutôt bien read qu'il aurait fallu give up avec les 10 ou les valets sans pique. Donc tout ça pour dire qu'au final on se retrouve avec une line qui était ok, mais que c'est pas la line la plus utilisée par le solver, vu que clairement paire de 10 commence par un check back flop la plupart du temps. Donc voilà, cette vidéo s'achève maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses, que vous avez eu 2-3 tips grâce à PioSolver et grâce à mes conseils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Spin4Win, à plus tout le monde.